Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Cet épisode est la suite logique du dernier sujet des 4 accords Toltec. Je vous parle aujourd'hui du 5e accord Toltec. Bonne écoute! Premièrement, je veux vous dire que c'est pas tout le monde qui a vu sur la plateforme Spotify que j'avais fait un petit sondage juste en dessous de mon dernier épisode. Mais pour ceux qui l'ont vu, pour les gens qui ont voté, je demandais qu'est-ce que vous voudriez comme prochain épisode entre le 5e accord Toltec et la voie du milieu, qui est le chemin octuple dans le bouddhisme. Puis c'est arrivé à égalité. Donc, parmi ceux qui ont voté, je vous garantis que vous aurez les deux sujets. Donc, je commence par le 5e accord parce que c'est la suite la plus logique que j'ai trouvée, mais les 2 épisodes auront lieu. Donc, suite au dernier épisode, j'ai eu 3 personnes qui m'ont fait remarquer que nulle part je n'ai mentionné qui sont les Toltecs exactement. Très bon point. Alors, je vais vous faire un petit résumé. C'est sûr que moi, je ne suis pas une historienne, mais je peux quand même vous faire un petit résumé d'où viennent les Toltecs. C'était d'abord un peuple de nomades qui ont créé la ville de Tula, qui aujourd'hui là, se trouve environ, ce que j'ai lu, entre 60 et 70 kilomètres au nord de la ville de Mexico, qui est la capitale du Mexique. Puis, Tula aurait été la capitale légendaire, là, c'est ce qu'on croit, des Toltecs. Donc, les Toltecs sont disparus au 12e siècle environ. Puis quand ils se sont installés pour de bon à cet endroit qu'ils ont nommé Tula, c'était dans les années 800 après Jésus-Christ. Puis le nom Toltec, ça viendrait là, dans la langue nahuatl, c'est la langue qu'ils parlaient à l'époque, ça voulait dire maître bâtisseur. Dans la légende des Toltecs, les Toltecs racontaient qu'ils étaient le premier peuple. Puis c'était un peuple dans la réalité entre les années 800 après Jésus-Christ et le 12e siècle. C'était un peuple d'une très grande culture. Autant des artisans, ils travaillaient le métal. C'était des guerriers aussi. Puis, ils étaient exceptionnels en architecture, c'est ce qu'on dit. Puis, on les considérait comme des êtres de sagesse et avec un grand cœur. Puis c'est pour ça que les Aztèques et les Mayas, surtout les Aztèques, se sont dit venir des Toltecs. Mais en tout cas, la réalité historique, ce que j'ai trouvé à propos de ça, c'est que les Aztèques et les Mayas avaient adopté certains rites puis certaines pratiques de la culture des Toltecs. Puis on dit qu'ils ont disparu, comme je disais, dans les années au 12e siècle, en fait. Puis ce serait à cause d'envahisseurs, de colonisateurs. Il y a eu beaucoup de guerres à cette époque-là. Puis pendant une longue période de temps, leur sagesse, toute leur vision spirituelle aurait été cachée par les anciens pour éviter d'être donnée aux envahisseurs. C'est ce qu'affirme du moins Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit le livre Les 4 accords Toltec et aussi le 5e accord Toltec. Mais le 5e accord Toltec, il l'a écrit avec son fils. Puis son fils s'appelle Don José Ruiz. Puis il nous explique là-dedans, j'ai trouvé ça très intéressant, que pendant des années, il a essayé d'enseigner le 5e accord Toltec à plein de gens. Puis les gens n'arrivaient pas à comprendre le 5e accord. Puis c'est comme un peu découragé
à l'enseigner, fait qu'il l'avait pas inclus dans les 4 accords Toltec. Hem, mais c'est son fils qui, lui, a donné de plus en plus des rencontres sous forme de cercle. Heu, il enseignait ce que son père lui avait enseigné, ce qui venait de s'aligner. Puis, il s'est rendu compte, son père s'est rendu compte, Don Miguel, que son fils avait réussi la façon qu'il amenait ça à faire comprendre aux gens le 5e accord. Donc, il a demandé de son aide pour qu'ensemble, ils écrivent le livre Le 5e accord Toltec. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de son introduction dans le livre. Donc, c'est sûr que dans le livre, il repasse sur chaque accord Toltec. Moi, je vais pas les repasser, chacun parce que je viens de le faire dans l'épisode juste avant. Vous pouvez réécouter si c'est pas frais en votre mémoire. Mais parfois, sa façon de reparler des accords, en le faisant, il amène certaines précisions qui nous font peut-être mieux comprendre les accords, puis peut-être un petit peu plus profondément. Ça se peut que j'y fasse allusion, ici et là. Donc, je vais juste vous les renommer pour qu'on les ait bien en mémoire, là. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hem, le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Je vous rappelle que selon la sagesse des Toltecs, ces 4 accords pourraient être considérés comme des outils qu'un maître nous donnerait pour nous aider à réaliser le rêve de notre vie. Donc, le 5e accord Toltec, qui fait appel à notre pouvoir du doute, c'est ça qui est très intéressant, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Moi, j'aurais le goût de le modifier au lieu de dire le mais. Je sais pas. Tu sais, si on le traduit vraiment, j'ai pas la première langue dans laquelle ça a été écrit. Donc, moi, je dirais soyez sceptique et apprenez à écouter. Mais bon, c'est ma traduction libre. Donc, pour comprendre pourquoi être sceptique et apprendre à écouter, c'est l'outil ultime pour apprendre à rêver, à modifier notre monde, à changer le monde, changer notre monde. Hem, je vais vous donner un exemple qui donne dans le livre qui m'a vraiment, touchée. Je trouvais ça vraiment très efficace comme vision. Imaginez, vous vous souvenez, dans ce principe-là, on aurait avec tout ce qu'on a appris, tous les accords qu'on a passés sans s'en rendre compte avec les autres qui nous ont dit certaines choses, nos parents, nos amis, l'école, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris durant notre début d'existence. Tout ça fait que on se fait une propre vision de nous-mêmes et de notre vie. On s'entend là-dessus? C'est toujours selon la vision des Toltecs, là. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, je trouve ça juste tellement intéressant. Puis, la vision, c'est, heu, moi, j'ai l'impression que je suis tel type de personne. Puis je vois le film de ma vie se dérouler devant moi, tu sais. Je le vois selon mon point de vue, de mon point de vue. Je vois mon mari comme je le perçois, je vois mes enfants comme moi je les perçois personnellement, avec les accords puis avec toutes mes distorsions de pensée, d'idées, de jugement, et cetera. Heu, puis si on avait la possibilité d'aller assister au film de la vie de quelqu'un qu'on connaît bien. Mettons, je m'en vais au cinéma, c'est ça qu'il donne comme exemple. Je m'en vais au cinéma, puis je rentre là, puis j'ai accès, heu, au film de la vie de ma mère. Donc, ma mère est assise dans le cinéma, puis elle est en train de regarder son film à elle, puis, elle ne sait pas que je suis là. Je suis là et j'observe son film. Puis je vois son point de vue, je vois comment elle vit sa vie. Puis là, je vois ses interactions avec moi. Puis je vois qu'est-ce qu'elle pense de moi et comment elle me voit. Puis c'est pas du tout comment moi je me vois.
C'est bizarre. Même chose avec votre meilleur ami. Imaginez que vous pourriez voir le film selon le point de vue du père, selon le point de vue de votre grand-mère, selon le point de vue de votre enfant. Quelle est la perception du monde? Quel est le rêve de chaque personne? C'est certain qu'on n'a pas du tout le même point de vue les uns des autres. Je vais vous donner un autre exemple qui ne donne pas dans le livre, mais que moi, ça m'avait touché. On avait une discussion, moi puis mon frère, à un moment donné, puis j'y avais donné ça comme exemple dans une discussion, puis je trouve que c'est vraiment percutant. Ça a été prouvé que, mettons qu'on est 5 personnes différentes, de différents âges, on a différentes vies, mais on assiste, on est très, très proche, notre point de vue est très, très proche, OK? On est presque à la même distance euh, du meurtre qui est arrivé, OK? Puis, on a été témoins. Puis tout de suite après, là, 15 à 30 minutes après l'événement, on se fait interroger, mais chacun séparément. Est-ce que la personne qui a commis le meurtre et qui s'est sauvée, est-ce qu'il y avait un chapeau ou pas de chapeau? Ses cheveux étaient comment? Tout ça. Bien, la plupart du temps, chaque personne est sûre de ce qu'elle a vu. Moi, peut-être que je suis certaine que la personne avait une casquette. Bien, l'autre personne est certaine que la personne n'avait pas de chapeau. L'autre personne pense que il était très grand, que c'est un homme très grand, avec des cheveux, mais il ne se souvient pas la couleur. L'autre: «Ah, je suis sûre que c'était un blond, il était petit». Je vous jure, c'est incroyable. Ils ont fait quelques études là-dessus, là, des sondages aussi. Puis finalement, la plupart du temps, on n'a pas vu la même affaire, mais pourtant, il est arrivé une seule situation. Pourquoi j'ai pas vu la même affaire? Parce que mettons que pour moi, un homme, c'est imposant, par exemple. Ben, j'ai peut-être imaginé que l'homme est plus grand qu'il est en réalité à cause de mes biais vis-à-vis des hommes, par exemple. Euh, C'était peut-être une femme, puis parce que je suis sûre que la plupart des... c'est pas vrai, là, ce que je dis, là, je fais juste des suppositions. Euh, Parce que je pense que ce serait plutôt un homme qu'une femme qui aurait fait le meurtre. Je vais avoir pensé que c'était un homme, mais c'était une femme avec les cheveux courts. Me suivez-vous? On a toutes, chaque situation qu'on voit, on voit pas la vraie situation, on voit notre interprétation. Je sais que c'est difficile à accepter parce que la plupart d'entre nous, on est convaincus que ce qu'on voit, on l'a vraiment vu. Ou ce qu'on dit, on l'a vraiment dit. Mais souvent, souvent, notre cerveau est fait pour boucher les trous. Notre cerveau est vraiment fait, on fait des tests, mettons, sur des phrases. On met une phrase avec des trous dedans, puis le cerveau met les lettres qui manquent pour qu'on puisse lire la phrase. Puis des fois, c'est pas du tout la phrase qui devait être dite ou écrite, mais notre cerveau a interprété. Puis, juste au niveau des yeux, biologiquement, je connais pas tout le concept, il faudrait que je parle à un spécialiste des yeux. S'il y en a qui sont spécialistes des yeux là-dedans, vous m'écrirez. Euh, mais je sais en tout cas que notre façon de percevoir le monde qui nous entoure avec nos yeux, ça fonctionne un peu comme, ça fonctionne avec la lumière. C'est la lumière qui va se projeter à l'arrière de notre œil, dans le fond. C'est comme si on avait un écran, puis qui nous renvoie une image. Notre cerveau interprète avec la lumière qui rentre dans nos yeux l'image qui va nous faire voir. Donc, même notre vision qui nous paraît vraiment réaliste, moi, je vais pas avoir la même expérience en regardant la pleine lune. J'aime tellement la lune, par exemple. Je vais pas avoir la même expérience en regardant la lune puis le ciel que, mettons, un de mes enfants qui s'intéresse pas. Ou encore, mon mari est daltonien. J'ai pas du tout la même perception du ciel que lui. Des fois, je vois que le ciel a du rosé dedans, puis mon mari le voit pas. Pourtant, on regarde la même chose en même temps. On est côte à côte. C'est juste pour bien penser. C'est la vision de Don Miguel pour nous faire réfléchir à notre histoire, notre rêve qu'on rêve, notre vie actuelle. Elle est teintée de toutes nos connaissances qu'on a apprises, toutes nos visions. Je vais vous donner un exemple aussi. Tu
sais, quelqu'un qui a peur, mettons, il y a un monsieur super gentil qui marche, derrière moi. Il a pas du tout accéléré, puis c'est un garçon super gentil. Mais si, mettons, moi, dans ma vie, je me suis déjà fait agresser, je vais penser que la personne est en train d'accélérer, puis je vais être sûre que la personne accélère. J'ai déjà vu ça, une de mes amies qui était vraiment craintive, d'une personne qu'elle avait jamais vue. Hem, Puis cette personne-là, je le connaissais. Il était super gentil, puis il arrivait de façon vraiment sympathique, puis elle l'a perçu comme étant: «Ouais, il est arrivé d'un pas agressif». Me suivez-vous? C'est notre perception va changer selon ce qu'on a vécu dans notre vie. Je trouve ça tellement juste, sa façon d'expliquer ça. En tout cas, moi, ça m'aide à comprendre. Donc, pourquoi le cinquième accord, ce serait: soyez sceptiques et apprenez à écouter? Pourquoi le cinquième accord? Ce serait quelque chose, l'outil ultime là, pour changer notre monde intérieur, parce que c'est ça qu'il dit, c'est vraiment beau. La j'ai mis la citation, sur mes réseaux parce que je trouvais ça trop beau. Il dit Don Miguel Ruiz dit: «Comment allez-vous changer le monde? En changeant votre monde. Le changement commence par vous». Puis ça, j'y crois 100%. Mais comment on fait pour se changer? Donc, ben, lui, il dit que ça serait bien qu'on essaie de, stimuler notre, capacité au doute. On commence à douter, hem, c'est pas dans le sens de ne pas avoir confiance, mais c'est de ne pas avoir confiance aveuglément. Comme mettons, ben, de toujours garder un doute raisonnable de: «Qu'est-ce que j'ai vu exactement?» Tu sais? «Oh, mettons, on se retourne, un de nos enfants, quand les enfants sont tout petits, là, puis je chamaille, je me souviens d'un moment où j'ai vraiment fait une mauvaise action, c'est-à-dire j'ai chicané le plus grand parce qu'il avait, poussé le plus petit. Ben, je me souviens pas exactement c'était quoi la situation, mais c'est que j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé juste avant, puis le plus petit avait lancé une voiture en métal dans le visage de l'autre. Tu sais, c'est très violent et c'est inacceptable comme comportement, il faut l'apprendre à l'enfant. Mais moi, j'ai juste vu l'autre, puis j'ai eu une réaction contre l'autre. C'est l'autre que j'ai séparé puis que j'ai chicané. Donc, ma vision de l'événement était complètement faussée parce que j'avais pas tous les détails. Mais j'étais convaincue pourtant que, au moment présent, j'étais convaincue que j'avais raison puis que j'avais vraiment vu toute la scène. Me suivez-vous? Donc, le doute, ça commencerait par avoir gardé toujours un doute raisonnable de toute situation, surtout les choses qu'on a perçues par nos yeux à nous. Puis aussi, quand quelqu'un nous parle de sa réalité, se rappeler que c'est du point de vue de sa caméra à lui, de son film de sa vie à lui. Tu sais, mon garçon, lui, qui a reçu le la voiture de son petit frère, comprend pas la réaction de sa mère parce que son petit frère, il a fait mal. Puis là, il est en train de le chicaner. Lui, de son point de vue, c'est c'est atroce là d'injustice. Comprenez-vous? On a toujours notre film est totalement différent des autres. Donc, le pouvoir du doute. Moi, j'adore ça parce que, je dis souvent ça d'ailleurs quand je donne des formations, mettons un atelier spécifique sur quelque chose que je me suis fait demander. Hem, je commence souvent par, tu sais, écoutez, recevez ce qui marche pour vous, tu sais, soyez ouverts, mais après ça, faites le tri, puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous? Qu'est-ce qui résonne pas avec vos valeurs? Si j'ai dit des choses qui ça clique pas. Ça clique pas avec vos valeurs, ça clique pas avec, votre ressenti ou votre vécu non plus, si ça n'a pas de sens pour vous, jetez ça aux poubelles. L'important, c'est que, vous gardiez justement un doute raisonnable. Soyez sceptique et apprenez à écouter. Apprendre à écouter dans ce sens-là, c'est écouter l'histoire de l'autre. Devenir conscient, tranquillement conscient,
que l'autre nous raconte son histoire, à lui ou à elle. On n'a pas à juger son point de vue parce qu'on ne l'a pas vécu de son point de vue. Je trouve que ça amène beaucoup le fait d'apprendre à écouter. Écouter sans jugement. Juste écouter, mais écouter avec bienveillance. Écouter avec ouverture. Ah, j'ai envie d'apprendre sur ton... moi, c'est comme ça que je le vois, là. Je dis pas que c'est la vision de Louis, mais moi, ma vision de son enseignement à lui, c'est rester ouverte à ce que les autres ont à me raconter, puis être curieuse de leur histoire à eux, mais me rappeler que ça passe par les 4 accords, tu sais. Donc, ne pas juger, donc que ma parole soit impeccable. Ça, si j'utilise cet outil-là, OK? Imaginez qu'on essaie d'améliorer notre monde. C'est ça le but. C'est pas mal ça mon but. Je dois pas être toute seule. On travaille fort en ce moment. Hem, que votre parole soit impeccable. Ben si j'apprends à écouter en suivant l'accord, je passe l'accord que ma parole soit impeccable, c'est sûr que je vais plus écouter si je veux que ma parole soit impeccable. Je vais plus réfléchir avant de parler aussi. Donc, je vais plus être à l'écoute de l'autre. Ensuite, ça dit ne faites pas, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'histoire que l'autre me raconte, ce que l'autre me confie sur lui ou l'autre qui est en colère, par exemple, puis qui me partage sa colère, il n'est pas en train de parler de mon histoire. Il est en train de parler de son histoire. Me suivez-vous? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Puis ne faites pas de suppositions pendant que l'autre est en train de me parler. Si je suis en train de supposer c'est quoi son intention, à quoi il pense vraiment, blablabla, je ne suis pas dans l'écoute. C'est pour ça que le 5e accord, c'est vraiment l'apogée là, de tout ça. L'ultime conseil ou accord. Si j'en fais pas une affaire personnelle, c'est plus facile de ne pas en faire une affaire personnelle si je suis vraiment en train d'écouter l'autre. Toujours en restant sceptique. Donc, comment je reste sceptique? C'est pas que je crois pas à l'autre. Je peux croire que l'autre, c'est son histoire, c'est comment il l'a vécu. Mais ça veut pas dire que les conclusions qu'il en déduit, les conclusions qui ressortent de son discours sont calquées sur la vérité ou la réalité. C'est toujours biaisé par nos perceptions. Puis, je peux accueillir ces perceptions sans prendre ça de façon personnelle. La personne qui est en colère n'est pas en train de m'attaquer moi. Elle est en train de réagir selon toutes les connaissances, les accords qu'elle a passés sans s'en rendre compte avant, puis comment elle a vécu son histoire. Vous me suivez? Puis si on passe, j'ai dit ne faites pas de suppositions, c'est ça. Donc, ne pas, ça c'était le 3e accord, ben, ne pas essayer de se faire nous-mêmes une histoire de l'histoire de l'autre. Sinon, on est vraiment rendu loin là, dans les rêves des rêves. Là. OK? On n'est vraiment plus dans la réalité quand on est en train de faire des suppositions. De ce que l'autre vit. Imaginez, là, on est loin. Là. Puis, faites toujours de votre mieux. Ben, si je fais de mon mieux pour être à l'écoute de moi aussi, être à l'écoute de l'autre, puis en gardant un aspect sceptique, je suis pas juste sceptique pour l'autre, là, je suis sceptique pour moi, mettons. Donc, tu sais, les histoires que je me raconte, est-ce que c'est les perceptions que j'ai? Est-ce que c'est biaisé par «Il m'est arrivé telle affaire quand j'étais jeune, puis là, maintenant, je fais plus confiance à tel type de personne». Est-ce que c'est biaisé par, mon manque d'estime de moi parce que quelqu'un m'a répété sans cesse que je valais pas la peine ou que je n'étais pas une bonne personne ou que bon, tu sais, essayez de penser qu'est-ce qui vous influence dans votre façon de de voir les choses. Donc, c'est l'idée de soyez sceptique, là, c'est le doute de nos comment on perçoit les choses, de l'histoire qu'on se fait intérieurement. Puis, je ne sais pas si ça commence à s'éclairer, là, tout ça. Le pouvoir du doute, c'est le 5e accord Toltec qui se dit « Soyez sceptique et apprenez à écouter ».
pour nous aider encore plus à comprendre. Il fait aussi des parallèles là, avec la religion chrétienne et catholique, mais ça, moi, je ne vais pas aller là-dedans. Je vais vous laisser lire le livre si ça vous intéresse, ses parallèles à lui là-dessus. Par contre, là où je voudrais aller dans son enseignement, c'est il parle des différents types de rêves. Le premier rêve qui serait l'attention première, le rêve de l'attention première. J'en avais parlé dans le dernier épisode, quand je parlais vraiment du livre des 4 accords. C'est ce qui capte notre attention, puis comment les gens essaient de capter notre attention depuis qu'on est tout petit pour nous inculquer des accords sans nécessairement qu'on en soit conscient toujours. Puis des fois, on a fait des accords conscients aussi, puis ben, on peut les défaire. Puis l'idée des 5 accords, c'est réussir à défaire les accords qui ne nous conviennent pas en les remplaçant par ces 5 accords-là. C'est assez, je trouve que c'est un cheminement assez guérisseur. Ça aide beaucoup à dénouer certaines choses, certaines visions qu'on a qui sont faussées parce qu'on a appris des fois qui n'est pas calqué sur la réalité, mais qui est plus calqué sur des croyances ou calqué sur des peurs. Euh, donc, il parle du premier rêve. La première façon de rêver, donc, c'est l'attention première. Dans ce rêve-là, on est comme des victimes. Si on ne sait pas qu'on est en train de créer notre propre vie, notre propre rêve, selon lui, ben, on est perdu, on va toujours être des victimes, puis on n'aura pas du tout d'emprise sur notre propre vie. La deuxième étape, c'est devenir, il appelle ça, attendez que je relise mes notes. Ah oui, le rêve de l'attention seconde. L'attention seconde, les la sagesse toltèque appelle ça aussi l'attention des guerriers. Donc, on se rend compte. Normalement, là, depuis le dernier épisode, vous en seriez rendu compte. Donc, OK, ouais, c'est vrai hein, qu'il y a des choses, des façons que j'agis, des choses que je décide dans ma vie ou des réactions que j'ai qui sont dues à certains accords que j'ai pris quand j'étais petite ou adolescente ou plus tard même. Puis, j'ai pris ça comme étant la seule vérité. Puis, à cause de ça, ça a guidé certaines de mes décisions qui m'amènent dans une vie que je n'aime pas nécessairement, mettons. Mon rêve, là, des fois, c'est des cauchemars. Des fois, c'est un petit. Je parle pas de mon rêve à moi, là, mais je veux dire, si on se laisse guider seulement par des accords qui sont pas conscients, bien, c'est sûr que notre vie ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on voudrait totalement. Donc, l'attention seconde, le rêve du guerrier, c'est que je m'en rends compte. C'est l'idée qu'on s'en rend compte, qu'on a fait plein d'accords qui ne nous conviennent pas, puis on décide de changer, puis on part en guerre avec soi-même, mais tu sais, c'est une guerre pacifique, là. On décortique ça, on décide de travailler avec les 4 premiers accords pour dénouer les vieux accords qu'on a pris sans en être parfois conscient. Puis dans ce rêve de l'attention du guerrier, c'est là qu'on devient aussi conscient qu'on est l'artiste. On est l'artiste de notre vie, du rêve de notre vie. Puis qu'on peut prendre les pinceaux puis se mettre à travailler ça et le modifier vraiment à notre goût pour qu'on soit dans un rêve de plus en plus heureux. Puis dans le fond, comme je disais, c'est les accords qui deviennent, les 4 accords Toltec qui deviennent nos outils destinés à transformer notre rêve. Puis l'idée, c'est pour réussir éventuellement à maîtriser notre rêve. Moi, ce qui me touche là-dedans avec cette explication-là du rêve du guerrier, de l'attention du guerrier, c'est le guerrier, nous devenons le guerrier et plus on avance, puis plus on utilise les accords, plus notre conscience s'éveille, plus on est conscient
que ce qu'on perçoit parfois, c'est pas la réalité. Plus on est conscient que l'autre nous raconte sa propre histoire puis que c'est pas personnel à nous, plus on est conscient que quand on utilise la parole impeccable, on défait les vieilles affaires, on sème des choses positives. Puis que quand on arrête de faire des suppositions, on s'évite tellement de problèmes, de frustration, de tristesse et de confusion, surtout. Puis, peu à peu, la conscience grandit tellement, selon Don Miguel, qu'on arrive au rêve de l'attention tierce. C'est l'attention des maîtres. Je vais vous citer un petit passage du livre. Il dit « Les maîtres sont d'anciens guerriers. Ils ont gagné leur guerre personnelle et sont en paix. Le rêve des maîtres est un rêve de vérité, un rêve de respect, un rêve rempli d'amour et de joie. C'est le terrain de jeu de la vie. C'est ce que nous sommes destinés à vivre et seule la conscience peut nous y conduire. » Wow! Voir, tu sais, on peut arriver donc à un moment où ben, notre vie, c'est notre terrain de jeu. Donc, on peut y semer vraiment la vérité, le respect, l'amour et la joie. Ça, c'est vraiment une vision très yogique, là. C'est ça le but, entre autres, là, un des buts du yoga, c'est justement d'atteindre notre véritable nature, qui n'est pas toutes les illusions qu'on se fait de nous-mêmes, puis du monde, puis des autres, mais l'amour véritable, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur cette vision-là des maîtres? Dans le fond, c'est qu'il prétend que quand on arrête de s'attacher aux symboles, tu sais, comme dans le langage, les humains, on utilise des symboles pour parler des choses, on utilise des symboles pour... moi, personnellement, je trouve ça vraiment très beau, là, comme en littérature et tout ça, mais lui, il parle des symboles qu'on se fait des choses et du monde. Quand on arrive à se détacher de ça, à laisser mourir tous nos symboles personnels, ben, on retrouve qui on est vraiment, puis on se sent enfin libre. Puis c'est dans l'attention du maître qu'on peut percevoir notre véritable nature en pleine conscience. C'est vraiment la pleine conscience et la capacité à être totalement présent à qui nous sommes sans se laisser influencer par tous les symboles extérieurs, les visions extérieures qui ont été façonnées là, dans notre mental. Puis dans le fond, l'apogée, le sommet ou la lumière au bout du tunnel, c'est que il dit qu'à la fin, le cadeau, c'est qu'on devient enfin voyant. Ben, c'est fort, là. Il dit vous atteignez vraiment la vision claire. Vous saurez que vous êtes, ça c'est, je vous lis un passage. Vous saurez que vous êtes totalement libre quand vous n'aurez plus besoin d'essayer d'être ce que vous prétendez être. C'est-tu pas fort, ça? Je recommence, OK, c'est trop bon. Vous saurez que vous êtes totalement libre quand vous n'aurez plus besoin d'essayer d'être ce que vous prétendez être. Cette liberté-là est profonde. Et ça continue par « C'est la liberté d'être vraiment soi-même et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. » Je suis totalement d'accord, c'est extraordinaire. Alors, ben, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite, en essayant, testez-les, les accords, vous m'en donnerez des nouvelles. Dites-moi comment ça vous parle, tout ça, cette vision spirituelle des Toltecs. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous bouscule plutôt? Puis, rappelez-vous, c'est ça, la dernière étape, ben, c'est d'utiliser la sagesse du doute. Donc, on se rappelle de rester sceptique et d'apprendre à écouter. Je vous dis merci pour votre écoute
Et je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, sur Spotify ou Apple Podcast. Et partager l'épisode sur vos réseaux si ça vous a plu, parce que c'est la façon pour moi de faire connaître le podcast la plus efficace. Puis aussi maintenant, il y a des commentaires sous chaque épisode sur Spotify. Vous pouvez me laisser vos commentaires là, je les lis, puis je peux y répondre. Je le fais pas toujours la journée même, mais je finis toujours par vous lire et vous répondre. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien.